Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. Comme invité ce jour, votre rédaction est allée à la rencontre d'un jeune. Il est ambitieux, courageux et même audacieux. Tête de liste de la gauche rassemblée pour la conquête de la municipalité de Beaumont-sur-Oise aux dernières élections en France, il parvient à se qualifier pour le deuxième tour en obtenant près de 20% des suffrages des Beaumontois. Malgré les nombreux appels et sollicitations à rallier ses concurrents, en échange de postes de maire adjoint, il refuse et décide de poursuivre son aventure de maire, compromis à tous ceux qui lui ont fait confiance au premier tour. Il est hélas battu au deuxième tour, mais deviendra conseiller municipal et régional de sa ville. C'est donc la tête haute qu'il sort de cette élection et promet de revenir conquérir les Beaumontois dans 6 ans. Pendant cette campagne, une grande dame était constamment présente dans son esprit. D'elle, il dit lui être redevable en grande majorité de ce qu'il est aujourd'hui. C'était sa grand-mère. Il la décrit comme une femme de poigne, qui n'avait peur de personne, une femme libre et autonome qui vous disait sans crainte ce qu'elle pensait, peu importe qui vous étiez. Une femme qui lui a appris à devenir un homme, à ne craindre personne, à ne se soumettre à personne, à faire ce qui lui semble juste, quel que soit le sacrifice à consentir. D'elle, il disait surtout, elle m'a appris qu'il fallait demeurer humble, trouver pourquoi j'étais fait et faire mon devoir en homme libre. À ma grand-mère, je dois tout, dit-il. Il est âgé seulement de 29 ans et est avocat stagiaire en droit public, membre du Parti socialiste de Beaumont, bénévole à l'armée du Salut et à la Croix-Rouge, délégué des élèves avocats auprès de l'Union des avocats, des jeunes avocats de France. Calvin Job, puisqu'il s'agit de lui, est notre invité ce jour sur le plateau de rencontre avec l'artiste. Et oui, chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, comme vous, je suis impatient de les retrouver de l'autre côté du plateau. A tout de suite. Bonjour Calvin Job. Bonjour Alain Jules. Bienvenue sur Diaf TV. Merci de me recevoir. Installez-vous. Merci. Monsieur Calvin Job, merci d'avoir accepté notre invitation ici sur Diaf TV. Alors, on vous reçoit aujourd'hui parce qu'en fait, on est très honoré d'ailleurs, hein, déjà, on vous le dit comme ça, parce que vous avez été élu conseiller municipal dans, comme disent les jeunes, dans le 9-5, hein, dans le Val d'Oise. À la tête de la gauche rassemblée, hein, vous avez participé à l'élection municipale dans votre ville. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cette élection et ce qui a mené le fait que vous soyez aujourd'hui conseiller municipal? Alors, pour l'élection, j'ai été désigné par les camarades du Parti socialiste de Beaumont-sur-Oise comme tête de liste du parti pour les élections municipales. Et par la suite, on a signé des accords avec nos partenaires du Parti communiste, membres du Front de gauche. D'accord. D'où le nom La Gauche Rassemblée. Et donc nous sommes répartis le nombre de sièges, de places sur la liste, et tout en maintenant la tête de liste socialiste que j'étais. Et donc l'élection s'est déroulée, il y a eu un premier tour, nous avons fait un score considérable malgré l'abstention, et un second tour où nous avons baissé quand même parce qu'il y a eu un phénomène de vote utile. Et c'est à l'issue de ce second tour donc que j'ai été élu comme conseiller municipal et intercommunal, parce que nous avons une intercommunalité aussi. D'accord. Ben écoutez, c'est très bien déjà de le préciser. Hein. Qui est au juste Calvin Job? Parce qu'on sait, hein, nous, sur Diaf TV, que vous êtes élève avocat. Vous êtes très jeune d'ailleurs, et après une petite enquête, on a appris aussi que c'est probablement la politique chevillée au corps, parce qu'aujourd'hui, le désintérêt des jeunes pour la politique, c'est assez surprenant qu'un jeune comme vous fasse de la politique aujourd'hui en France. Et donc, comme je le disais tantôt, on a appris que il y a quand même des gènes, notamment vous êtes d'origine camerounaise, c'est ça, et que vous avez certaines accointances avec un très grand leader politique camerounais. Je préfère que vous citiez vous-même le nom. Alors, Calvin Job est un jeune qui est né au Cameroun,
qui arriva en France à son adolescence, enfin au début de l'adolescence. Et en fait, ma fibre politique elle vient du fait que notamment Ruben Oumniobé, qui était le leader de l'UPC et de la lutte anticoloniale au Cameroun, était le grand frère de ma grand-mère en fait. D'accord. Et donc depuis tout petit, dans la maison, c'était interdit de parler, prononcer son nom publiquement, mais à la maison on en parlait. Et bon, je m'intéressais, je posais des questions, et c'est par ce biais-là qu'on a pu m'inculquer ces valeurs, les valeurs humanistes en vrai, hein, qui portaient en lui. Oui, Oumniobé, oui. Je me souviens même, ma grand-mère, quand je lui demandais, parce que je voyais dans les bouquins d'histoire à l'école, il était présenté comme un maquisard. Et je demandais à ma grand-mère comment ça se fait que quelqu'un que vous vénérez à la maison, ou qu'il y ait des photos partout, soit autant stigmatisé dans les livres. Elle m'avait expliqué, elle m'a raconté cette histoire du colibri. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, absolument pas. Elle m'a dit, il y avait le feu dans la forêt, tous les animaux se sauvaient. Tous les animaux, enfin, chacun partait, essayait de sauver sa peau. Il y a un petit colibri qui allait dans la mare prendre des petits béquets d'eau pour venir éteindre le feu. Je lui demandais, qu'est-ce que tu fais, petit colibri, sauve-toi. Il disait non, je fais ma part. Elle m'a dit, c'est ce que ton grand-père il voulait, il faisait sa part. C'est pour ça qu'il s'est battu pour l'idéal, à tous les idéaux auxquels il croyait. Donc c'est un peu de là que ma fibre politique vient. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut se dire que être jeune n'est plus synonyme d'insouciance, d'oisiveté, non un intérêt pour la chose publique, en fait. D'accord. Et donc justement, bon, vous arrivez en France et puis vous êtes finalement politicien et vous choisissez le Parti socialiste. Comment expliquez-vous, bon, vous avez eu, on va dire, un succès quand même à partir du moment où vous avez pu être conseiller municipal. Que pensez-vous de la débâcle lors de ces municipales du Parti socialiste? Parce que là, il y a une débâcle quand même. Une véritable débâcle. Et ça, on l'avait vu venir, parce que moi je suis vraiment de l'aile gauche du parti. D'accord. On l'a vu venir, on a alerté sur cette situation. Nos instances nationales n'ont pas voulu comprendre le message qu'on leur donnait. Pour moi, elle a trois points, trois origines. La première origine, c'est que c'est les questions, d'abord les questions sociétales. On a promis de mettre en place le droit au vote des étrangers. On ne l'a pas fait. On s'est attardé sur la question du mariage pour tous. C'est cette question vraiment qui a contribué à miner l'image du Parti socialiste auprès des populations. Donc, nous avons sur cette question, on s'est vraiment attardé pendant très 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 longtemps. On n'aurait pas dû. Et au final, la droite, elle s'est rassemblée par contre sur ce point, sur cette thématique de mariage pour tous. Et ce qui fait une droite rassemblée, un électorat traditionnel qui se démobilise, ça a donné, c'est le premier point, le premier axe, la première raison de cette débâcle. La deuxième, si vous me permettez, c'est que sur les questions sociales, moi j'ai fait du porte-à-porte pendant des mois et des mois. Des personnes âgées notamment me disaient, avant je ne payais pas les impôts. Je ne gagne pas, déjà ma retraite, elle n'est pas considérable. S'il faut en plus que je paye des impôts sur ma retraite, ça ne va pas. Le Parti socialiste, ce n'est pas ça qu'on attendait, ce n'est pas sur ces promesses-là qu'on a élu les socialistes. Le troisième point, c'est qu'on a un parti qui est à la botte du gouvernement. On a un parti inaudible, un parti qui ne sait pas rappeler à l'ordre le gouvernement sur toutes ces questions sociales et voire même sociétales aussi. Donc, vous confirmez en fait ce que la majorité pense, c'est-à-dire que le Parti socialiste aujourd'hui en France a plutôt axé son combat, entre guillemets, sur le sociétal plus que le social. Exactement. Et ça nous a vraiment plombé. Parce que
je pense qu'à ce jour, oui, il faut faire des réformes sociétales, mais si je peux me permettre, notre fonds de commerce, c'est vraiment le social. Et ça, il faut qu'on réajuste notre stratégie ou notre idéologie sur les questions purement sociales. Et je pense que si on arrive à faire ça, on pourrait peut-être éviter d'autres débâcles comme ça a été le cas à ces municipales. Alors récemment, il y a un expert qu'on a interviewé dans le Figaro. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview. Lui, il parlait d'une débâcle du Parti socialiste parce que, en fait, il y a une désaffection de ceux qu'on nomme traditionnellement les Français issus de l'immigration, qui n'ont pas cette fois-ci voté en faveur. Enfin, ils n'ont même pas voté, ils sont restés chez eux. Et par conséquent, on se dit que finalement, c'est eux qui ont porté Hollande à la présidence de la République. Et maintenant, ils se désintéressent finalement de la politique parce que les promesses ne sont pas tenues. Si, ça a été, normalement, on peut le voir dans des très grandes villes. Je parle notamment, pour citer une ville dans le Val d'Oise, notamment comme Argenteuil, où cette population d'origine étrangère a porté la gauche à la mairie. Et on a vu aux élections la semaine dernière qu'elle était totalement absente et la droite a repris le devant. Et ça, je pense que ça aussi, c'est lié encore une fois de plus à cette question, à ces questions sociétales, notamment, je reviens là-dessus, le mariage pour tous. On a une population musulmane qui ne se reconnaît pas sur cette thématique, et voire même une population d'Afrique subsaharienne qui pour elle a une tradition, un mariage c'est un homme et une femme, et pour eux ça passait pas. Et je pense que le fait le désaveu de cette population a conduit à la débâcle que nous avons vécue et qui nous a fait très mal. D'accord. Et alors, il y a un autre gaffe contre justement le Parti socialiste. Il s'agit de la nomination de Georges-Paul Langevin. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'elle a été nommée, qu'elle a appris sa nomination en regardant la télévision. Est-ce que c'est concevable, c'est-à-dire qu'une ministre soit nommée comme ça? Est-ce que finalement Manuel Valls, qui est le nouveau Premier ministre, ne méprise pas en réalité les Noirs, comme lors d'un discours, enfin d'une promenade au marché d'Ivry, etc., de nommer comme ça une ministre, elle n'est même pas au courant? C'est une question, en tant que socialiste, c'est l'un des points sur lesquels j'ai eu à vivre pas mal de situations un peu compliquées vis-à-vis de ça. Les socialistes aujourd'hui, le Parti socialiste a pour une attitude, comment dire, pour lui, c'est un acquis que les personnes d'origine africaine votent pour lui. Donc, et il y a aussi ce mépris, comme vous le dites, qui vis-à-vis de ces personnes-là, elles sont pas considérées. Elles sont pas, leur voix ne tient pas, n'a aucune comment dire, valeur au chapitre de la gestion du parti. Donc, et ça, oui, si ce point avec Georges-Paul Langevin s'avère véridique, c'est scandaleux. Et ça, de toute façon, nous ne sommes pas au premier essai ou à la première tentative de notre Premier ministre. Donc, mais vraiment, c'est une véritable question en interne, une question interne au Parti socialiste. Mais je serais tenté de ne pas simplement ou seulement accuser le Parti socialiste, parce qu'il y a aussi ces personnes d'origine africaine qui militent au Parti socialiste, qui ont une attitude qui n'est pas forcément en phase avec celle qu'on pourrait avoir au sein d'un mouvement politique. Prenons l'exemple de certains qui, une fois, vont s'élever, vont s'offusquer de certaines questions ou certaines inégalités. Quand on leur a donné un poste, on leur a donné un emploi, on leur a donné un logement, ils la ferment pour
pour X temps. C'est aussi ça qu'il faudrait prendre. Il faudrait qu'on s'émancipe. Qu'on s'émancipe de ces partis-là, qu'on ne vive plus au crochet de ces partis. Cette émancipation nous permettrait, nous, de nous dire, écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je ne vais pas dans le sens, je ne veux pas aller dans le sens où vous voulez que j'aille. Donc je peux donner une voie contraire à celle que vous voulez m'imposer. Et ça, une fois qu'on aura réussi ce combat-là, je pense qu'on pourrait voir on pourrait éviter ce type de mépris qu'on voit ces jours-ci. Alors, concrètement, en tant que conseiller municipal, quel est votre rôle? Que faites-vous au sein de la mairie Alors, un conseiller municipal, il est chargé, il va, rencontrer les populations, recueillir leurs doléances. Il va faire part des doléances des populations au conseil municipal. C'est vrai que moi, en étant notamment minoritaire, que je vote ou que je vote pas, ça n'a pas d'importance. Simplement, la différence, c'est si je suis pour ou contre une délibération. Parce que si je suis pour, je voterai. Mais si je suis contre, j'alerterai la presse, j'alerterai les populations. Et c'est ça aussi le rôle qu'on a. C'est ce rôle d'alerte, ce rôle de vigilance qu'on doit avoir. Et pour moi, en tant que conseiller municipal, j'estime je dois être ferme, et tout en étant loyal. Parce que quand une délibération va dans le sens de l'intérêt général des populations, il faut la voter. Mais si ce n'est pas le cas, il faut la contester et faire intervenir notamment la presse qui pourra relayer auprès des populations. D'accord. Comment allez-vous concilier justement ce travail-là, parce que c'est un vrai travail quand même, et bien évidemment la fin de vos études de barreau? Oui. Oh, ça c'est... vous savez, la politique, pour moi, on l'a dit au début, c'est une passion. Et quand on est passionné, on arrive toujours à trouver des moyens de s'épanouir dans sa passion. Aujourd'hui, je suis avocat, à la fin de l'année... À la fin de l'année, vous êtes avocat, justement, oui. Je serai avocat en droit public et en services et politiques publiques. Tout ce qui se rapproche vraiment de la gestion d'une collectivité. De la cité. Pour moi, même en étant conseiller municipal, c'est comme si j'exerçais en tant qu'avocat. Donc à ce niveau, je pense que ce sera pas compliqué ou complexe pour moi de joindre les deux. Et justement, vous êtes aussi spécialiste en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui. Ça va vous servir à quoi justement dans votre fonction? Alors, sachant qu'aujourd'hui, il y a cette problématique du numérique qui est assez importante. Notamment en étant à la fin de mon stage de fin d'études à la Sorbonne, j'ai participé à l'élaboration du programme national très haut débit au ministère de l'Industrie. Donc, je pense que tout ce qui est aménagement numérique du territoire, même au niveau d'une collectivité, je pourrais moi apporter, si je peux appeler ça, mon expertise auprès de la commune. Donc, proposer des solutions pour notamment installer, que ce soit des bornes Wi-Fi dans les bâtiments, instaurer des classes de formation ou d'apprentissage en développement, en code, tout ça, au sein de la ville, de manière bénévole, avec des associations. Donc c'est pas mal d'éléments que je pourrais apporter au sein de ce conseil municipal. Alors peut-être vous allez nous démentir, hein, on a appris que avant d'avoir votre concours du barreau, on vous a proposé de travailler dans un cabinet ministériel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Éclairez-nous un peu. Pour dire vrai, pendant la campagne de François Hollande, j'étais le responsable numérique, veille numérique de Fleur Pellerin, le ministère de l'économie numérique, ancienne. Donc, qui sera reconduite selon les informations justement que nous avons. J'étais le responsable de sa veille numérique et en même temps je m'occupais aussi de l'aménagement numérique du territoire. Mais on ne m'a pas vraiment proposé, on va dire, parce que moi j'avais en vue, mon objectif principal, toujours dans l'optique de m'émanciper du parti, c'était d'abord de devenir avocat et de réussir mon examen avant d'accepter quoi que ce soit. Donc, moi je l'ai dit clairement dès le début. Je n'avais pas l'intention d'intégrer un cabinet parce que je voulais être avocat et après
m'implanter localement comme je suis en train de le faire actuellement. Et justement, pendant 6 ans, vous serez conseiller. Comptez-vous faire dans 6 ans, justement? Alors dans 6 ans, je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais je pense très sincèrement que je me représenterai aux élections municipales. Et je pense que là, en 6 mois, j'ai fait un score considérable. Je pense qu'en 6 ans, je rattraperai le pourcentage de voix qui me manquait pour ravir la mairie à la droite aujourd'hui. N'avez-vous pas peur d'un parachutage? On ne sait jamais. Vous savez, le parachutage, pour le faire, il faudrait que les conditions soient remplies. Mais lesquelles, justement, le parti peut envoyer justement quelqu'un sur le terrain et dire, voilà, Monsieur Calvin Job, c'est le parti qui envoie cette personne. On ne sait jamais. Hein. Ça s'est souvent passé au Parti Socialiste, et même dans tous les partis d'ailleurs. Ça se passe souvent, mais Beaumont-sur-Oise, c'est une ville particulière. On ne peut pas, il faut être plus que courageux pour accepter un parachutage dans cette ville. Et je pense que, surtout avec le travail que je mènerai, ou que j'ai déjà mené à ce jour dans cette ville, je ne pense pas qu'ils oseraient envoyer quelqu'un à Beaumont-sur-Oise, parce que j'aurais déjà verrouillé le terrain. Ça, c'est très important de le savoir. Et justement, on voit chez vous un côté combattant. Bon, on se dit que la politique est chevillée au corps, hein, mais ne craignez-vous pas que finalement, votre parti se saborde sur le plan national? Alors, les européennes qui arrivent bientôt, on a l'impression que le parti ne représentera plus rien. Êtes-vous sûr que dans 6 ans, justement au sein de votre ville, Beaumont-sur-Oise, le parti ne sera pas aussi complètement minoritaire? Il y a ce risque-là, il y a ce risque, mais je pense que si on travaille à éviter d'arriver à ce niveau-là, on pourrait s'en sortir. Et pour la question, oui, on m'a déjà demandé pourquoi d'ailleurs je restais au Parti Socialiste. C'est un peu une question sous-jacente à ce que vous posez, mais moi j'estime que c'est une vertu politique d'être fidèle à un parti même ingrat comme l'est le Parti Socialiste. Et je pense qu'il faudrait aussi, enfin c'est mon idée à moi, de combattre de l'intérieur pour que le parti puisse se mettre à jour, surtout, qu'il se mette à jour et qu'il recommence à être audible auprès de son électorat. Je pense que si on arrive à le faire, dans 6 ans, on n'arrivera peut-être pas au scénario que vous présentez. On le verra, pourvu que Dieu nous prête vie, on verra bien la suite des événements. Alors, mais justement, beaucoup de personnes reprochent au Parti Socialiste d'être paternaliste, notamment avec toujours les mêmes personnes. Que pouvez-vous faire pour que ça change? Est-ce que au sein du Parti Socialiste, comme il y a des courants, forcément, comme dans les autres partis, pourquoi il n'y a jamais eu un courant, n'est-ce pas, de ces populations-là, hein, issues de l'immigration comme ils disent, qui, n'est-ce pas, se coalisent pour faire entendre leur voix et pour que finalement ce paternalisme cesse? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons des camarades au sein du parti qui sont pieds et poings liés, qui n'ont aucune indépendance, mais pourquoi? qui n'ont aucune liberté. Pourquoi? Parce que c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont fait le choix d'accepter les consignes qu'on leur donne. C'est pas tout le monde qui va se rebeller, qui va oser dire non, je ne vais pas dans ce sens-là. Je pense qu'il faudrait déjà qu'on commence par s'émanciper à ce niveau. Une fois qu'on serait émancipé, qu'on est compétent, il n'y a aucune raison pour qu'on puisse faire valoir cette compétence et aspirer aussi quand même à des postes importants au sein du parti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Et parce qu'il y a vraiment, ça il faut se le dire, il y a un vrai frein. Moi j'ai entendu certains qui disent que non, ils ne voient pas pourquoi eux, on les mettrait de côté pour soi-disant mettre un candidat issu de l'immigration. Ça existe au sein du parti.
Et j'ai encore entendu, mais là, c'est aussi à l'extérieur, enfin, des anciens socialistes, durant cette campagne, qui me disaient, enfin oui, il parle bien, il a un bon projet, mais c'est dommage qu'il soit noir. Et ça c'est des socialistes qui le disaient. C'est pas, je parle pas de gens du FN et consorts. Donc, je pense que c'est à nous aussi, hein, à nous, parce que de toute façon, comment dire, le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Oui. Et c'est à nous de faire le nécessaire pour qu'on puisse nous prendre en considération. Ça passe par un travail fréquent, être présent au conseil, aux réunions de section, aux actions militantes, faire des propositions ou pourquoi pas des motions. Il y a certains qui ont essayé de le faire, mais bon, la machine n'a pas forcément fonctionné, mais il faudrait ce véritable travail d'émancipation et de recherche intellectuelle, parce que c'est aussi ça. C'est malheureusement par ce seul biais qu'on peut faire valoir nos compétences. Est-ce que vous adhérez à ceux qui disent que finalement le Parti Socialiste, l'UMP ou le Parti Communiste et même le FN, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, il y a plus de... C'est la même chose finalement. Pour moi, ça c'est la pure, c'est du sophisme, je dirais même. Ça frôle une démagogie extrême. Le Parti Socialiste, ou par exemple le cas de Le Pen, qui parle de l'UMPS et consorts. Oui. Ça, c'est pour tromper les populations. C'est pour les sortir du vrai cadre, de la réalité, de la réalité des choses. Le Parti Socialiste demeure, en mon sens, un parti qui est vraiment axé vers la solidarité. Solidarité, je veux dire, entre les générations, entre les populations. Par contre, à l'UMP, c'est plus que l'individualisme. C'est l'individu en lui-même qui prime. Donc, rien que sur ce point-là, je pense on peut déjà différencier les deux formations politiques, ou voire même avec les autres structures. Pour moi, par exemple, le FN, je ne considère pas que ce soit une formation politique, c'est une bande d'extrémistes qui veulent, qui souffrent d'une certaine pathologie de l'identité, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Justement, il y a des propos comme ceux de l'actuel Premier ministre, Manuel Valls, assez limites sur les Roms. Je sais que vous êtes au courant forcément. Ne pensez-vous pas que, quelque part, en libérant cette parole-là, il n'y a plus de différenciation réelle avec le Front National? Puisque le Front National, vous avez parlé tout à l'heure d'identité, c'est un peu ça, ils sont pathologiques là-dessus, c'est vrai. Mais quand un Premier ministre, enfin il était ministre de l'Intérieur, dit que les Roms ont vocation à être chez eux, est-ce que quelque part, ça ne vous choque pas, vous personnellement? Non, moi ça m'a choqué personnellement. Ça m'a choqué. Parce qu'on va commencer par... Notamment les Verts aussi qui ont été très choqués avec Duflot, Madame Duflot. Exact. On commence par les Roms, après on va enchaîner par les Maghrébins, après on enchaînera par les Africains subsahariens. Et d'ailleurs, moi j'ai eu à le dire, c'est scandaleux. C'est scandaleux surtout venant de la bouche d'un socialiste. Je ne veux pas refaire le procès de socialisme ou pas de notre actuel Premier ministre. Mais toujours est-il que c'est ces propos qui contribuent à alimenter le désaveu ou qui continuent à désabuser les populations vis-à-vis du Parti Socialiste. Après, il n'est pas son premier chef-d'œuvre. Hein. Il a toujours eu des écarts comme ça. C'est limite à se demander si ce n'est pas une stratégie en prévision. Pour flinguer votre parti ou simplement pour se positionner pour se positionner pour la suite. Pour 2017. Voilà, exactement. Je pense que c'est plus sur ce temps. Je veux, dans ma toute simpliste naïveté, croire que c'est que ça. D'accord. Et que c'est moins profond que ça. Moins profond que ça. Et que juste c'est une stratégie
Juste le positionnement pour le futur. Exact, exact. Alors, on va essayer de parler de vous, hein, plus exactement, même comme vous êtes un homme politique. Alors, quand on regarde votre parcours, il y a une dimension très humaniste. Hein, vous êtes bénévole à la Croix-Rouge, etc. Mais finalement, on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait au Parti Socialiste, justement? Cet humanisme-là vient peut-être du Parti communiste, par exemple. Le Parti communiste n'a pas le monopole de l'humanisme, j'ai envie de dire. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi c'est vraiment les valeurs familiales comment inculquer. C'est l'éducation que j'ai reçue. Pour moi, il faut être au service de ses semblables. Je vous dis qu'on a, nous, cette chance-là. Vis-à-vis, par exemple, sans toutefois vouloir blasphémer, Dieu n'a pas de semblable. Mais nous, on en a. C'est un avantage qu'on a quelque part sur nous. On peut venir en aide aux gens qui sont identiques à nous. Et ça, je pense que ça doit être le b.a.-ba hein, d'une vie. Pour moi, oui, c'est tout à fait naturel que de prendre mon temps pour donner, aider ceux qui n'ont pas eu, pas les facilités, mais les mêmes opportunités comme moi. Et donc, pour moi, après, oui, le Parti Socialiste, comme le Parti Communiste, oui, ils partagent ces valeurs humanistes. Et après aussi, pour dire simplement, je vais peut-être revenir sur le pourquoi du comment j'ai adhéré au Parti Socialiste. En fait, c'est en classe de seconde, j'avais ma meilleure amie qui était déjà très très politisée. Elle aimait bien ça. Elle préparait d'ailleurs d'intégrer Sciences Po. Elle a intégré finalement. Elle a même été conseillère presse de Jean-Marc Ayrault jusqu'à il y a 2 mois quand elle a démissionné. Donc c'est elle qui m'a vraiment guidé vers le Parti Socialiste. Et après, je me suis retrouvé aussi parce que j'avais des gens autour de moi, des socialistes qui étaient vraiment des vrais humanistes et qui avaient de vraies valeurs. Et donc ça m'a aidé dans mon parcours politique au sein du Parti Socialiste. Alors, justement, on a enquêté un peu hein, pour essayer de savoir, par rapport au 2e tour, vous avez fait une déclaration. Alors, vous avez dit, je ne fais pas de politique pour avoir des postes. Il s'agissait de quoi, juste? Parce qu'on n'a pas très bien compris. Est-ce que c'est parce qu'on vous a proposé une alliance que vous avez fait cette déclaration-là? Alors, il faut dire qu'au premier tour, à l'issue du premier tour, j'ai eu 20%. L'opposition de droite a eu 39%, l'équipe sortante a eu 40%. J'étais en quelque sorte l'arbitre. Oui, c'est vrai. D'un côté comme de l'autre, il y a eu des tentatives, des propositions. Ouais. Mais simplement, je suis tellement attaché à ma liberté, à mon indépendance, que je n'ai pas souhaité adhérer, accepter les propositions comme je faisais, parce que j'aurais accepté, je serais peut-être adjoint, certainement, je serais adjoint à ce jour, adjoint au maire, avec une indemnité. Mais j'ai préféré garder mon indépendance et ma liberté, surtout aussi pour ceux qui avaient voté pour moi. Parce que je pense qu'ils n'ont pas voté pour moi pour que j'aille m'allier à qui que ce soit. Et pour moi, j'estime faire partie d'une génération politique pour qui ces compromis ne doivent pas avoir lieu. Les compromis, on les fait avec les concurrents, parce qu'on partage peut-être les mêmes valeurs, mais pas avec des adversaires. Avec l'adversaire, on reste un adversaire. Et c'est pour ça, donc j'ai refusé les propositions qui m'ont été faites. Même certains colistiers m'ont été étonnés. J'estimais que non, il fallait qu'on continue de porter la voix de ceux qui ont voté pour nous, quitte à perdre des élections et devoir être dans l'opposition. C'est pas ça le but d'une action politique. C'est pas ça le but d'un investissement. L'investissement politique, il doit être quelque part désintéressé. Parce qu'on se met au service des gens. On ne se sert pas des gens, on ne se sert pas du poste qu'on peut avoir, mais on est au service des populations.
Peut-on dire qu'effectivement, parce que vous entrez en politique, vous êtes naïf et que c'est ce début-là, on y vient parce qu'effectivement on va servir, mais finalement, est-ce que vous allez prendre la bouteille avec les années et puis finalement entrer dans les compromissions habituelles des hommes politiques? Je ne peux pas, enfin, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici 15-20 ans, mais toujours est-il que, je reviens là-dessus, j'ai des bases familiales assez fortes, des valeurs assez intenses qui m'ont été inculquées. Par exemple, revenir sur mon grand-père, Oumyobé, on me disait qu'il avait prévu, une fois que le Cameroun aurait eu son indépendance, de rentrer travailler dans son champ, de retourner être planteur. C'est ça qu'il voulait. Et pour moi, en ayant ce fil-là, on se dit, oui, enfin, ça c'est un vrai engagement. Et je pense que si j'arrive, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne crois pas verser dans ces travers-là. Si j'arrive à ce point où je dois me dire, oui, je dois faire un compromis, je pense que j'arrêterai la politique. Je me contenterai de rester avocat. Un job. Nous sommes samedi. Mardi, le Premier ministre va annoncer les noms des secrétaires d'État. Si on vous propose un secrétariat d'État, vous allez ou vous n'allez pas? À ce jour, j'irai pas. Pourquoi? J'irai pas parce que, je l'ai dit déjà tout à l'heure, j'envisage vraiment mon émancipation totale. J'ai une formation à terminer, je peux faire terminer ma formation, et de toute façon, je suis jeune. J'ai tout le temps, peut-être de devenir, peut-être pas un simple secrétaire d'État, qui sait, peut-être de viser plus haut. Et de toute façon, je ne cache pas que je ne souhaiterais pas participer à ce gouvernement, ou du moins dans la voie qu'il prend actuellement. D'accord. Je vous pose la question simplement parce que des rumeurs courent, que finalement les Africains français, comme ils appellent, notamment le mouvement de Madame Calix Béala, s'insurgent par le fait que finalement les Noirs qui sont au sein du gouvernement ou proches du gouvernement ne viennent pas d'Afrique. Et alors on se dit que finalement ce sont des voix, simplement. Mais on ne leur donne rien. Si pourtant il y en a plein quand même au sein du Parti Socialiste. Et je pense que ces mouvements-là ont raison quelque part de s'insurger de cet état de fait. Et bon, après, c'est comme tout, toutes les minorités doivent se regrouper. Il faudrait déjà qu'on ait une véritable communauté noire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est dispatché, c'est des petits groupuscules, chacun qui sont au final ne sont pas audibles. Il faudrait qu'on ait une véritable communauté noire qui puisse, c'est textuellement ça, faire du lobby, qui puisse vraiment présenter des personnes aptes à exercer les plus hautes fonctions. Mais cela n'exonère pas non plus le Parti Socialiste de sa responsabilité en termes d'image, parce que, voyons, à ce jour, c'est Nicolas Sarkozy qui a eu à porter très loin cette question d'intégration des personnes d'origine, notamment Ramayad, voilà, qui était ministre, et c'est pas normal pour un parti qui se veut parti humaniste, qui est ouvert, donc c'est tous ces points-là. Ça nous pose le problème de l'intégration. L'intégration, et pour moi, elle doit être, elle a deux aspects. D'ailleurs, je l'ai lu dans un bouquin de James Baldwin. Voilà, il disait on va dire, c'est d'abord au niveau culturel, se conformer à la culture du pays, mais c'est aussi politique. Il faut faire participer ces populations à l'action politique. Il faut les intégrer. Et donc ce serait utile, même en termes d'image, en termes de message, vis-à-vis notamment
le message d'abstention qui nous a été envoyé, il faudrait qu'on puisse répondre de manière concrète et claire. Et donc, mettre en place, nommer, puisqu'il ne reste que ça, des secrétaires d'État d'origine africaine. Et justement, comme Alec Baldwin, il a vécu en France, un certain temps, l'auteur américain, donc il a essayé d'étudier la société française. Est-ce que cette société française est plutôt hypocrite? C'est-à-dire qu'elle présente un visage d'humanisme, pays des droits de l'homme, pays des libertés. Mais finalement, on a l'impression que ces droits de l'homme-là, ce sont les droits de l'homme de l'homme blanc, on va dire. Oui, est-ce que vous partagez cette analyse-là? Moi, j'ai toujours dit que c'est les droits de certains hommes. C'est comme il y a d'ailleurs, je pense, un philosophe, je ne sais plus qui, allemand, qui disait qu'il fallait être blanc, riche, bien portant, en bonne santé, et consorts, pour bénéficier de ces droits-là. Et ça, oui, il y a une réelle hypocrisie. Et ça, on le vit tous les jours. Que ce soit durant mon parcours scolaire, notamment, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. Même en intégrant l'école du barreau, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. En recherchant mon stage en cabinet, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. Donc, et ça, il y a un véritable problème, il y a une véritable question sur cette hypocrisie, cet affichage d'acceptation, d'accueil. On cite souvent cette phrase de Rocard qui disait la France ne doit pas accueillir toute la misère du monde. Mais on oublie celle qui suivait juste après, qu'il a dit. Il disait la France ne doit pas accueillir toute la misère du monde, mais elle se doit de faire sa part. Elle se doit de faire sa part. C'est juste ce qui suivait. On s'arrête juste au début de la phrase. Ça ressemble à l'affaire, à l'histoire du colibri. Chacun porte sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Exactement. Oui, à son petit niveau, avec les moyens qu'il a, mais avec toute la synergie, ça peut porter à quelque chose de considérable. On va vous taquiner un peu. On va aller, on va quitter, on va aller dans votre pays d'origine. Oui. Que pensez, j'espère que vous suivez quand même ce qui se passe là-bas actuellement, etc. Alors, il y a un débat qui est assez fort en ce moment. Il s'agit de la double nationalité. Alors, que pensez-vous de la double nationalité? C'est-à-dire que le Cameroun est l'un des seuls pays au monde où, quand on acquiert une autre nationalité, on perd de facto la camerounaise. Moi, je veux dire, j'ai eu le même souci. Parce que je ne suis pas né français, je suis né au Cameroun. Et pour dire vrai, je me suis naturalisé qu'en 2011, alors que je pouvais le faire depuis le début de l'année 2000. Parce que c'était une vraie réflexion en fait, parce que je savais que je perdais la nationalité camerounaise. Et j'estimais au départ ne pas être suffisamment mature pour prendre une telle décision. Ça m'a pris un bon nombre d'années, un peu plus 7 ans, ces eaux-là, pour vraiment savoir ce qui... pouvoir sauter, sauter le pas. Mais après, les conditions ont fait que j'ai dû finalement opter pour la nationalité française. C'est vrai que c'est un véritable frein. Et je trouve que c'est dépassé même, le fait de vouloir de maintenir cette mesure qui d'ailleurs a été instaurée par rapport aux opposants. Les opposants camerounais qui partaient à l'étranger. C'était pour les empêcher de revenir. Aujourd'hui, on a depuis le début des années 90, on a instauré le multipartisme. Enfin, d'apparence, on a instauré. Et cette question de la double nationalité, il faut avoir une lecture assez précise. Parce que pour moi, je vois ça en deux aspects. Si d'une part, on permet la double nationalité, il faut aussi accepter que des étrangers viennent demander la nationalité camerounaise. Il faudrait l'accepter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre tribalisme ambiant, notre repli qu'on constate au Cameroun, est-ce qu'on serait prêt à accepter cela? Quand on sait, notamment, je ne sais pas, tout simple, certaines injures au Cameroun, on va t'insulter de Tchadien,
de Gabonais, pour eux, c'est ça. C'est à ce point-là que je me dis, bon, il faudrait préparer les mentalités. Mais dans l'autre aspect, l'autre analyse de la question, j'estime que oui, on ne doit pas être coupé comme ça de ses racines, parce que pour moi, oui, je dis que je suis d'origine française, et mes racines, elles sont au Cameroun. C'est ça. C'est comme ça que je me présente aux gens d'origine française, de racines au Cameroun, parce que c'est l'école de la République qui a fait de moi ce que je suis, et c'est mes racines camerounaises qui m'ont donné ma vigueur, on va dire ça. Donc pour moi, il faudrait qu'on règle cette question, d'autant plus qu'on sait que nos dirigeants ont tous, enfin les dirigeants au Cameroun ont tous la double nationalité, et c'est un peu hypocrite aussi. Donc il faudrait, ou bien certains footballeurs qui bénéficient de ce statut, il faudrait une certaine égalité au niveau de la population. Notre entretien tire à sa fin, hein. On souhaiterait savoir ce que vous comptez réellement faire pour changer les mentalités, notamment en France. Vous qui êtes finalement en politique, parce que c'est la politique qui change la société. Si demain, effectivement, vous êtes appelé à avoir un grand poste quelque part, même au sein du Parti Socialiste, que comptez-vous vraiment faire pour changer cette société française très hypocrite? Moi, je pense que le changement, il passe par la culture. Par la culture. Parce que c'est la culture qui permet une certaine ouverture d'esprit, qui permet de comprendre que l'autre en face, il vient de là, il a comme ça, voilà son parcours, et il y a une certaine richesse à ce qu'il est. Et je pense que s'il me fallait un poste, notamment, s'il me fallait être ministre, je demanderais notamment d'être sur ces aspects-là, ces aspects d'éducation, ces aspects de pédagogie. Parce que c'est de la pédagogie, c'est par la pédagogie qu'on peut amener les gens à évoluer, à changer. Merci d'être passé sur DFTV, monsieur Calvet Job. Et quel est votre dernier mot pour dire au revoir à nos téléspectateurs? Dernier mot. Je dirais simplement, restez vous-même et faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce que rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Tout peut être réalisé quand on en a envie. D'accord. Merci beaucoup, Calvin Job. Merci à vous, chers téléspectateurs de DFTV, et à une prochaine fois. Au revoir.